Alors, bismillahir-rahmanir-rahim. Et donc, chers étudiants, chères étudiantes de la filière SMA S3, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, dans le module probabilité statistique et exactement le chapitre 1 du nombrement et combinatoire, on va traiter deux sections, introduction et rappel sur les ensembles et les applications. Alors, je commence par une petite introduction. L'objectif de ce chapitre-là est de présenter les concepts et les résultats fondamentaux permettant de compter le nombre d'éléments appelés cardinal d'un ensemble fini donné. Nous allons apprendre à répondre à des questions aussi diverses telles que, par exemple, de combien de façons peut-on asseoir une personne autour d'une table ronde? Donc, vous voyez dans cette image-là, j'ai une table ronde et j'ai 5 chaises ici. Alors, si par exemple je demande à 5 personnes de s'asseoir autour de cette table ronde, alors la première personne, elle a 5 possibilités. Il peut choisir la première chaise, ou bien la deuxième, la troisième, la quatrième ou la cinquième. Maintenant, la deuxième personne, il lui reste combien de choix? 4 choix seulement. Pourquoi? Parce qu'une place, ça y est, il est occupé par la première personne. Et donc, la deuxième personne, il lui reste seulement 4 choix. Donc, 4 chaises à choisir pour s'asseoir. Et ainsi de suite. La troisième personne, il lui reste combien de choix? Seulement 3 choix. Pourquoi? Parce que la première chaise est prise par la première personne et la deuxième chaise est prise par la deuxième personne. Et donc la troisième personne, il lui reste seulement 3 choix. Et ainsi de suite. Alors le deuxième problème maintenant du dénombrement, je me donne ici une urne qui contient 7 boules. 4 boules rouges, une boule verte et 2 boules bleues. Alors si je veux par exemple ici tirer 2 boules de cette urne-là, donc j'ai 3 méthodes de tirage. La première méthode, c'est le tirage simultané, c'est-à-dire je tire les 2 boules de l'urne en même temps. Le deuxième tirage, c'est un tirage successif et avec remise. Qu'est-ce que ça veut dire successif? C'est-à-dire je vais tirer la première boule et après je vais tirer la deuxième boule. Mais avec remise, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire je vais tirer la première boule, je vais voir sa couleur et je vais la remettre ici, dans l'urne et pas à l'extérieur. Et dans le deuxième tirage, je tire la deuxième boule. Mais il y a un autre type de tirage, c'est le troisième. C'est un tirage successif et sans remise. Successif, c'est-à-dire que je vais tirer 2 boules l'une après l'autre. Je vais tirer la première et après la deuxième. Et qu'est-ce que ça veut dire sans remise? C'est-à-dire dans le premier tirage, je vais tirer une boule, je vais voir sa couleur, mais je ne vais pas la remettre dans l'urne. Je vais la mettre à l'extérieur de l'urne. Et dans le deuxième tirage, encore je tire une deuxième boule, je marque sa couleur et je la remets à l'extérieur de l'urne. Donc c'est ce qu'on appelle un tirage successif et sans remise. Et donc le but du dénombrement est de compter tous les cas possibles qu'on peut avoir dans un tirage, que ce soit simultané, ou bien un tirage successif et avec remise, ou bien un tirage successif et sans remise. Le troisième problème maintenant, c'est le problème du lancer du dé. Alors le dé c'est quoi? C'est un cube qui est numéroté de 1 jusqu'au 6. Alors si par exemple ici je me donne 2 dés, et je lance ces 2 dés-là dans l'air. Alors, combien y a-t-il de résultats différents en tenant compte de l'ordre lorsqu'on lance 2 dés? Alors, effectivement, dans cette expérience, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un couple de résultats. Pourquoi? Parce que le premier dé, il me donne un numéro entre 1 et 6. Et le deuxième dé, il me donne encore un nombre entre 1 et 6. Et donc, à chaque fois, j'obtiens un couple. Par exemple, le couple 1-1. Ou bien le couple 2-3. Qu'est-ce que ça veut dire 2-3? C'est-à-dire le premier dé, il m'a donné le chiffre 2, et le deuxième dé, il m'a donné le chiffre 3. Alors le but du dénombrement est exactement de compter tous les résultats possibles qu'on peut avoir dans cette expérience-là. La même chose, de combien de façons différentes peut-on obtenir une somme égale à 7? Alors une somme égale à 7, par exemple le premier dé, il va me donner 2, et le deuxième dé, il va me donner 5. Et dans ce cas, 2 plus 5, ça donne 7. Ou bien l'inverse. Le premier dé, il me donne 5. Et le deuxième dé, il me donne 2. Et dans ce cas, 5 plus 2, ça donne 7. La même chose, 3 plus 4, ça donne 7. Ou bien 4 plus 3, ça donne 7. Un autre exemple du dénombrement qu'on peut traiter, c'est combien existe-t-il d'applications, ou bien d'injections, ou bien de surjections, ou bien de bijections entre 2 ensembles finis. Alors par exemple ici, je me donne E et F, 2 ensembles finis. Alors l'ensemble E,
c'est A, B et C. Et l'ensemble F, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Alors dans l'ensemble E, j'ai 3 éléments. Et dans l'ensemble F, j'ai 5 éléments. Alors je vais construire une injection F entre E et F. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire une injection? Une injection, c'est-à-dire chaque élément dans l'ensemble d'arrivée, il admet au plus un antécédent. Au plus, c'est-à-dire il admet un antécédent ou bien il n'a pas d'antécédent. Par exemple, 1, l'antécédent de 1, c'est A. Mais 2, il n'a pas d'antécédent. La même chose, 3, son antécédent, c'est B. Mais 4, il n'a pas d'antécédent. 5, son antécédent, c'est C. Et dans ce cas, quel que soit Y, un élément dans F, il admet au plus un antécédent X dans E. Au plus, c'est-à-dire il admet 1 ou bien il n'admet pas. Et donc, j'ai bien défini ici une injection. Mais je peux avoir une autre possibilité. Par exemple, je vais associer à A l'image 2. Et 1, il n'a pas d'antécédent. Et la même chose, je vais associer à B l'image 4. Ou bien, par exemple, l'image 1. Et 3, il n'a pas d'antécédent. Et la même chose, je peux associer à C, par exemple, l'image 1. Et 5, il n'a pas d'antécédent. Et dans ce cas, j'ai construit une deuxième injection entre E et F. Je peux encore construire une troisième injection, une quatrième injection. Alors, le but du dénombrement, combien d'injections entre l'ensemble E et F je peux construire? La même chose, on peut répondre à cette question. Combien de surjections maintenant je peux construire entre E et F? Alors voilà, j'ai donné ici un exemple de surjection. Et je rappelle que la définition de surjection, c'est quoi? Quel que soit Y, un élément dans l'ensemble F d'arrivée, il admet au moins un antécédent. Au moins, c'est-à-dire il admet 1, ou 2, ou 3, et ainsi de suite. Par exemple, 1, il a 2 antécédents. 2, il a un seul antécédent. 3, il a un seul antécédent. Et donc, j'ai bien défini ici une surjection, mais je peux définir une autre surjection ici, entre E et F. Je peux définir une troisième, une quatrième. Alors, le but du dénombrement, c'est de compter le nombre de surjections que je peux construire entre l'ensemble E et F. Et la même chose, on peut la faire pour une bijection. Combien de bijections je peux construire entre E et F? Et je rappelle, c'est quoi une bijection? Une application H, elle est bijective si et seulement si il est surjective, il est injective. C'est-à-dire, si et seulement si, quel que soit Y, un élément dans l'ensemble d'arrivée, il admet un antécédent unique. Par exemple, 1, son antécédent c'est B. 2, son antécédent c'est A. Et 3, son antécédent c'est C. Donc j'ai bien défini ici une bijection. Je peux encore définir une deuxième bijection. Par exemple, l'image de 1 c'est A, et l'image de B c'est 2, et l'image de C c'est 3, et ainsi de suite. Un autre exemple de dénombrement qu'on peut traiter dans ce cours-là, combien un ensemble fini de cardinal n possède-t-il de parties de cardinal P qui est inférieur ou égal à n? Alors par exemple ici mon ensemble E, il contient 3 éléments. Alors P de E, l'ensemble des parties de E, donc les parties de E, c'est l'ensemble E tout entier, l'ensemble vide, les singletons, et donc c'est A, B ou C, et les binômes, c'est AB, BC et CA. Et les trinômes, c'est tout simplement ABC, c'est-à-dire l'ensemble E. Alors j'ai combien d'éléments ici? J'ai 8 éléments. Alors regardez, ici j'ai 8 éléments. Et l'ensemble E, il contient 3 éléments. Je peux dire ici que 8 égale à 2 puissance 3. Et donc on va voir dans ce cours-là que le cardinal ou bien le nombre d'éléments dans PE, l'ensemble des parties de E, c'est tout simplement quoi? C'est 2 à la puissance, le nombre d'éléments dans E. Et donc 2 puissance 3 ici, ça donne exactement 8. 8, c'est le nombre d'éléments de P de E, l'ensemble des parties de E, etc. Alors maintenant, je passe à des rappels sur les ensembles et les applications. Et effectivement, puisque je donne ici des rappels, donc ce sont démonstrations. Alors j'ai besoin de ces notations-là sur la théorie des ensembles. Alors l'ensemble vide, vous connaissez sa notation. L'ensemble plein ici, dans ce cours-là, c'est notre oméga. Un singleton dans oméga, on le note comme ça, petit oméga entre deux accolades. A, c'est une partie de oméga, c'est-à-dire A, il est inclus dans oméga. Cette notation-là, c'est-à-dire oméga, il appartient à A. Le A bar, ou bien C de A dans oméga, c'est tout simplement le complémentaire de A dans oméga.
c'est-à-dire ce sont les éléments qui appartiennent à oméga et qui n'appartiennent pas à A. Ce symbole-là, c'est l'union, donc c'est la réunion de A et B. Encore ce symbole-là, c'est l'intersection entre A et B. A moins B, cette notation, c'est tout simplement l'intersection de A et le complémentaire de B. Donc qu'est-ce que ça veut dire A moins B? Ce sont les éléments qui appartiennent à A et qui n'appartiennent pas à B. A inter B égale l'ensemble vide, et dans ce cas on dit que A et B ils sont disjoints. A inclus dans B, donc inclus ou égal, donc je peux avoir ici une égalité, c'est-à-dire chaque élément qui est dans A, automatiquement il est dans B. Alors A fois B ou bien A croix B, c'est le produit cartésien de A et B. C'est-à-dire si l'ensemble du couple petit a et petit b, tel que petit a il appartient à l'ensemble A et petit b il appartient à l'ensemble B. Alors je donne ici un exemple, et donc l'ensemble A c'est AB, l'ensemble B c'est BC et l'ensemble oméga tout entier c'est ABC. Et donc vous voyez ici que A il est inclus dans oméga et B encore il est inclus dans oméga. Alors A bar, on a dit A bar c'est quoi? C'est le complémentaire de A dans oméga. C'est-à-dire c'est les éléments qui appartiennent à oméga mais qui n'appartiennent pas à A. Et donc effectivement, qui sont les éléments qui appartiennent à oméga mais qui n'appartiennent pas à A? Il me reste seulement le singleton C. La même chose, l'union A, union B. Ce sont les éléments qui sont dans oméga, tels que X il appartient à A ou bien X il appartient à B. Et donc je vais rassembler ici les éléments de A et B et éviter les répétitions. Et donc c'est tout simplement A, B et C. A inter B c'est l'intersection. C'est-à-dire ce sont les éléments communs entre A et B. Donc ce sont les éléments dans oméga, tels que X il appartient à A et X il appartient à B. Alors, l'élément commun ici entre A et B, c'est tout simplement le singleton B. Donc voilà, l'intersection entre A et B, c'est tout simplement le singleton B. La même chose ici, on a dit que A moins B, ce sont les éléments qui appartiennent à A, mais qui n'appartiennent pas à B. Alors, les éléments qui appartiennent à A, mais qui n'appartiennent pas à B, c'est tout simplement le singleton A. Pourquoi? Parce que l'élément B, il est commun entre A et B. Donc voilà, c'est le singleton A. Et finalement, on a dit que A croix B, c'est tout simplement le produit cartésien de A et B. C'est-à-dire ce sont les couples X et Y, tels que X il appartient à A et Y il appartient à B. Alors l'ensemble des couples que je peux former entre A et B, c'est tout simplement, il y a le couple AB, il y a le couple AC, le couple BB et le couple BC. Et donc j'ai combien d'éléments ici? J'ai 4 couples dans le produit cartésien A croix B. Alors je donne ici une proposition qui caractérise l'intersection et l'union entre deux ensembles. Alors je me donne ici A, B et C, 3 parties d'un ensemble oméga. Alors A inter B égale B inter A. Et A union B égale B union A. Donc j'ai ici une commutativité. A inter l'ensemble vide c'est l'ensemble vide. A union l'ensemble vide c'est A. A inter oméga c'est A. Puisque A il est inclus dans oméga. A union oméga c'est oméga. La même chose, pourquoi? Parce que A il est inclus dans oméga. A union A c'est A. Et A inter A c'est A. La même chose ici. A inter B inter C, c'est A inter, je mets ici des parenthèses, entre B et C. Je peux encore mettre ici des parenthèses entre A et B. La même chose pour l'union. A union B union C, je peux mettre la parenthèse là où je veux. Par exemple ici, une parenthèse entre B et C, ou bien une parenthèse entre A et B. Maintenant, si A il est inclus dans B, et donc automatiquement A inter B égale à A. Pourquoi? Parce que A c'est le plus petit. Mais A union B c'est B. Pourquoi? Parce que B c'est le plus grand. Pourquoi? Parce que A il est inclus dans B. Donc A c'est le plus petit ensemble et B c'est le plus grand ensemble. Ici on a une sorte de distributivité. A inter B union C, c'est tout simplement A inter B union A inter C. Et la même chose, une distributivité ici. A union B inter C, c'est tout simplement A union B inter A union C. Alors ici ou bien ici, j'ai deux ensembles. Mais je peux encore donner le résultat général pour un ensemble. Et donc A inter une union de 1 jusqu'à n des BI. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais permettre l'intersection avec l'union. Et donc c'est l'union de I varie de 1 jusqu'à n de A inter BI. Et la même chose, je peux la faire ici. Je peux ici changer, bien permettre entre cette union et l'intersection. Et donc A union, l'intersection I varie de 1 jusqu'à n BI égale l'intersection I varie de 1 jusqu'à n
A union BI. Alors maintenant, je passe aux lois de Morgan. Ben, ces deux lois-là, qu'est-ce qu'ils caractérisent? C'est le complémentaire d'une intersection et d'une union. Alors le complémentaire de A inter B, c'est tout simplement le complémentaire de A union le complémentaire de B. Et la même chose, le complémentaire de A union B, c'est tout simplement le complémentaire de A inter le complémentaire de B. Et la même chose si j'ai n ensemble ici. Le complémentaire d'une union finie de 1 jusqu'au n, c'est l'intersection finie de 1 jusqu'au n des complémentaires des AI. Et la même chose pour une intersection. Le complémentaire d'une intersection finie de 1 jusqu'au n des AI, c'est tout simplement l'union, et donc voilà, je change le symbole ici entre intersection et union, des complémentaires. Alors par exemple ici, vous voyez en jaune ici, j'ai un ensemble A. Alors ce qui est ici, en rose, c'est tout simplement le complémentaire de A, et le grand cercle ici, c'est oméga. Donc c'est le grand ensemble. Et la même chose ici, vous avez un ensemble B ici en jaune, alors ce qui est ici en rose, c'est le complémentaire de B dans oméga. Maintenant voilà, ce petit cercle-là, c'est le A, et ce deuxième cercle-là, c'est le B. Alors ce qui est ici à l'intérieur en jaune, c'est A inter B. Et ce qui est ici en rose, c'est tout simplement le complémentaire de l'intersection. Et on a dit que le complémentaire de l'intersection, c'est simplement quoi? C'est l'union du complémentaire de A et le complémentaire de B. Voilà. Le complémentaire de l'intersection, c'est l'union du complémentaire de A et le complémentaire de B. Et je peux dire la même chose ici. Le complémentaire d'une union entre A et B, c'est le complémentaire de A inter le complémentaire de B. Alors ce qui est ici en jaune, c'est A union B. Et ce qui est à l'extérieur ici, en rose, c'est tout simplement le complémentaire de cette union. C'est-à-dire c'est le complémentaire de A inter le complémentaire de B. Alors maintenant, je passe à cette définition. Alors la famille EI, telle que I, il appartient, et j'ai mis cette notation-là, 1, 2.n. Qu'est-ce que ça veut dire cette notation? 1, 2.n, c'est tout simplement l'ensemble discret. 1, 2, 3 jusqu'au n. Si je mets ici une virgule, il devient un intervalle. Puisque moi, je travaille dans n et avec des ensembles discrets, lorsque je veux noter cette suite-là croissante de 1 jusqu'au n, je note tout simplement la notation d'un intervalle, mais je change la virgule avec 2 points. Et donc, lorsque je dis l'intervalle, mais ici 2 points entre 1 et n, c'est-à-dire toutes les entiers qui sont entre 1 et n. Alors, la famille EI, telle que I, il appartient à 1n, c'est-à-dire ici j'ai n ensemble, ils forment une partition de oméga si et seulement si. La réunion de ces ensembles-là, c'est oméga. Et quel que soit i différent de j, EI inter EJ égale l'ensemble vide. C'est-à-dire ces ensembles-là, ils sont disjoints 2 à 2. Donc vous voyez par exemple ici, E1, il est disjoint de E2. Donc pas d'intersection. La même chose, E1 ici, il est disjoint à cet ensemble-là. Et la même chose ici, EI, il est disjoint à EJ. Donc il n'y a pas un élément commun. Et l'union de ces ensembles-là, ils m'en donnent l'espace oméga. Alors je donne ici un exemple simple. Il suffit de prendre une partition de oméga qui contient tout simplement 2 éléments. C'est un ensemble E qui est inclus dans oméga et sont complémentaires. Pourquoi ils forment une partition? Tout simplement pourquoi E inter le complémentaire, c'est l'ensemble vide. Je ne peux pas trouver un élément commun entre eux, ils sont complémentaires. Et l'union, E et l'union sont complémentaires, c'est l'espace oméga. Et dans ce cas, j'ai construit une partition qui contient tout simplement 2 éléments. C'est-à-dire mon n ici égale à 2. Alors maintenant, je passe à la définition des notions application, injection, surjection et bijection. Alors je commence par la définition d'une application. Alors une application F entre un ensemble de départ E et un ensemble d'arrivée F, il a donné pour chaque élément X dans E d'un unique élément Y dans F. C'est-à-dire à chaque X dans l'ensemble de départ, j'associe une seule image. Y qui appartient à l'ensemble d'arrivée F. Et donc c'est la définition d'une application. Et donc on note cette relation F par X flèche Fx. Et dans ce cas, je dis que Fx c'est l'image de X et X c'est l'antécédent de Y. Et donc une application F, c'est tout simplement une relation qui associe à chaque X dans l'ensemble de départ une image unique dans l'ensemble d'arrivée.
Alors je donne ici deux exemples classiques des applications. Alors la première, c'est l'identity. Alors l'application identity, c'est tout simplement une application entre E et E qui est associée à chaque x. C'est-à-dire l'image de x, c'est tout simplement lui-même. Une deuxième application qui sera utile dans ce cours-là, c'est l'application indicatrice d'une partie A qui est inclue dans l'ensemble E. Alors je me donne ici une partie A qui est inclue dans E. Alors l'indicatrice, bien l'application indicatrice, xa de x, il est défini de cette façon-là. Égal à 1 si x il appartient à A. Et égal à 0 sinon. Sinon, c'est-à-dire si x il n'appartient pas à A. Et j'ai ces trois propriétés ici qui sont réservées à la fonction indicatrice. Si je me donne A et B, deux parties dans l'ensemble E, alors l'indicatrice du complémentaire de A, c'est tout simplement 1 moins l'indicatrice de A. Et l'indicatrice de l'intersection entre A et B, c'est tout simplement le produit. C'est l'indicatrice de A fois l'indicatrice de B. Et l'indicatrice de l'union A union B, c'est tout simplement l'indicatrice de A plus l'indicatrice de B moins l'indicatrice de A fois l'indicatrice de B. C'est-à-dire moins quoi? Moins l'intersection. L'indicatrice de l'intersection. Alors par exemple, si je veux prouver ce résultat, regardez, si x il est dans A, donc cette indicatrice égale à quoi? Égale à 1. Et je vais avoir 1 moins 1, ça donne 0. Et dans ce cas, l'indicatrice de A bar égale à 0. Oui, pourquoi? Parce que si x il appartient à A, automatiquement x il n'appartient pas au complémentaire. Si x il n'appartient pas au complémentaire, donc elle est là, c'est-à-dire l'indicatrice du complémentaire de x égale à 0. Et la même chose, si x il n'appartient pas à A, je vais avoir ici 0. Mais puisque x il n'appartient pas à A, c'est-à-dire x il appartient au complémentaire, et donc je vais avoir ici 1, et donc je vais avoir 1 égale 1 moins 0. Alors maintenant je passe à deux définitions importantes, c'est l'image directe d'une partie A par une application et l'image réciproque d'une partie B. Alors je me donne f, une application entre deux ensembles E et F. Alors f de A, l'image de A, c'est tout simplement l'ensemble des fx tel que x il appartient à A. C'est-à-dire ici qu'est-ce que je fais? Je rassemble toutes les images des éléments qui appartiennent à A. Donc c'est ce qu'on appelle l'image directe de l'ensemble A par l'application f. Maintenant si je change A par E, alors f de E c'est tout simplement l'image de f, qu'on le note comme ça. Et donc l'image de f c'est tout simplement f de E, donc l'image de l'ensemble de départ tout entier. Et f moins 1 de B maintenant, c'est l'ensemble des x qui sont dans E, tel que leur image, fx, il appartient à B. Donc c'est l'image réciproque de B par f. C'est-à-dire je me donne ici un ensemble B, il est où? Il est dans l'ensemble F. Pourquoi? Parce que l'ensemble B, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les images. Alors maintenant je passe à la définition d'une injection, surjection et bijection. Et donc je me donne F, une application entre deux ensembles E et F. Alors on dit que f est injectif si et seulement si, quel que soit x, y dans E, si fx égale à fy, donc automatiquement il implique que x égale à y. On dit que f est surjectif si, quel que soit y, un élément dans l'ensemble d'arrivée, il existe un élément x dans l'ensemble de départ tel que y égale à fx. Et donc il existe ici, c'est-à-dire il existe au moins un antécédent x de y dans E. On dit que f est bijectif, tout simplement si il est injectif et il est surjectif. Alors je me donne ici une caractérisation de l'injection, la surjection et la bijection dans ce théorème-là. Toujours je me donne f, une application entre deux ensembles E et F. Alors f il est injectif si et seulement si tout élément dans l'ensemble de départ il admet au plus un antécédent par f dans E. Donc au plus, c'est-à-dire ou bien il admet un antécédent ou bien il n'a pas d'antécédent. Maintenant la caractérisation d'une surjection. L'application f elle est surjective si seulement si l'image de f, c'est-à-dire f de E égale à f, si seulement si tout élément dans l'ensemble d'arrivée il admet au moins maintenant et pas au plus, comme la caractérisation d'une injection. Maintenant, pour la caractérisation d'une surjection, il admet au moins un antécédent par f dans E. Et donc, au moins, c'est-à-dire qu'il peut avoir un antécédent, ou bien 2, 3, et ainsi de suite. Maintenant, la caractérisation d'une bijection, f il est bijectif si et seulement si, quel que soit y, il existe un unique, maintenant, antécédent x tel que y égale à fx.
c'est-à-dire y, c'est l'image de x. Si c'est une caractérisation, quel que soit y toujours un élément dans l'ensemble d'arrivée, l'équation fx égale à y, il admet une solution unique x qui appartient à E. C'est-à-dire chaque élément y dans l'ensemble d'arrivée, il admet un unique antécédent x dans l'ensemble de départ. Alors je donne maintenant ici cette remarque et encore elle est équivalente à un exemple. Si f est une application de E dans l'image de f, et donc on a dit que l'image de f c'est simplement quoi? C'est f de E. Alors f il est automatiquement surjectif. Donc c'est une caractérisation très importante. Si vous avez une application entre E et l'image de f, c'est-à-dire f de E, donc automatiquement l'application il est surjective. Simplement c'est par définition de l'image de f. Et si du plus j'ajoute une autre condition sur f, donc f il est injectif, et donc avec la surjection qui a été automatique ici, je vais obtenir une bijection entre E et l'image de f. Alors maintenant je passe à la définition d'une composée d'une fonction f par une fonction g. Alors je me donne ici f, une application entre deux ensembles E et f, et g, une application entre l'ensemble f et g. Alors la composée de g et f, qu'on note g rang f, est définie de E dans g par. Donc regardez, j'ai une application f entre E et f. Et si je prends un élément x dans E, puisque j'applique ici l'application f, je vais obtenir son image f de x. Maintenant, l'application g, l'ensemble de départ c'est f, et l'ensemble d'arrivée c'est g. Alors si je cherche l'image de fx par la fonction g, c'est tout simplement g de fx. Alors g de fx, c'est tout simplement g rang f, donc c'est la composée, c'est g rang f de x. Alors deux exemples classiques ici. La composée de f et l'identité de E, ça donne f. Et donc f rend l'identité de E, ça donne f. Et si j'inverse, l'identité de f rend f, ça donne f. Alors théorème, soit f est une application entre deux ensembles E et f. F est bijectif si et seulement si il existe une application G de f vers E, telle que G rang f égale l'identité de E, et f rang G égale l'identité de f. Alors cette application-là, on l'appelle la réciproque de f, et on la note comme ça, f moins 1. Donc vous voyez, on a utilisé ici la notion de la composée d'une fonction par une autre, ou bien la composée de deux fonctions. Pourquoi? Pour caractériser la bijection. Alors à partir de ce théorème-là, on va déduire la proposition suivante. Voilà, proposition. Alors soit f est une bijection entre deux ensembles E et f moins 1 c'est sa réciproque. Alors quel que soit x un élément dans E, et y un élément dans f, et dans ce cas, voilà, j'ai le couple xy, il appartient au produit cartésien EF. Alors si fx égale à y, équivalent, c'est-à-dire si et seulement si, f moins 1 de y égale à x. Donc ici l'image de x c'est y, et l'image réciproque de y c'est x. Pourquoi? Parce que f c'est une bijection, et dans ce cas la réciproque, f moins 1, il est bien défini. Quel que soit x un élément dans f, f de f moins 1 de x égale à x. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est la composée. Donc la composée entre f et f moins 1, c'est l'identité de f. La même chose, quel que soit maintenant x un élément dans E, f moins 1 de f de x égale à x. C'est-à-dire la composée de f par f moins 1, ça donne tout simplement l'identité. Voilà, f moins 1 rend f égale l'identité de E. Et finalement, f moins 1, il est encore bijectif de l'ensemble f vers l'ensemble E. Et dans ce cas, la réciproque de la réciproque f moins 1, c'est simplement la fonction f elle-même. Alors maintenant, je passe à ce théorème-là. Alors je me donne f une application entre E et f, et g une application entre f et g. Alors si f il est injectif, et g injectif, alors automatiquement g rend f, la composée de f par g, est injective. La même chose, si f il est surjectif, et g il est surjectif, alors la composée de f par g, donc g rend f, l'est aussi. C'est-à-dire, elle est surjective. Et la même chose, si f il est bijectif et g il est bijectif, alors automatiquement la composée g rend f elle est bijective, et la réciproque de la composée g rend f, c'est tout simplement donc g rend f
moins 1. Donc la réciproque de la composée, c'est simplement quoi? C'est la composée de la réciproque de g par la réciproque de la fonction f. Donc g rend f moins 1, c'est simplement f moins 1 rend g moins 1. Alors maintenant, je passe à la définition de la restriction d'une application f sur un ensemble A. Et donc, soit A une partie dans E. Alors, la restriction de f à l'ensemble A, qu'on note comme ça, f, et c'est tiré là A, c'est simplement une application qui est définie de A dans f. Et l'image de chaque élément dans A, c'est tout simplement fx. Donc voilà, quel que soit x un élément dans A, fa de x, c'est tout simplement f de x. Alors, proposition. Soit f une application entre deux ensembles E et F, et soit A une partie dans E. Donc je me donne A une partie de E, tout simplement pour définir la restriction de F sur A. Alors si F il est injectif, alors sa restriction il est encore injective. Mais maintenant l'inverse. Si la restriction de F sur A elle est surjective, alors automatiquement la fonction F elle est surjective. Alors je termine maintenant par quelques exemples. Le premier exemple, toute application f de R dans R strictement monotone et injective. Le deuxième exemple, si je me donne f une application de R dans R qui est définie par fx égale à x carré. Donc il n'est pas injectif. Pourquoi? Vous voyez que f moins 1 égale à f de 1, puisque j'ai un carré ici. Mais moins 1 il est différent de 1. Donc voilà, j'ai fx égale à fy, mais x il est différent de y. Et donc l'application f ici, elle n'est pas injective. Encore, il n'est pas surjectif. Pourquoi? Parce que cette équation-là, fx égale à moins 1, il n'admet pas de solution. Et on a dit que c'est quoi la définition de surjection? Quel que soit y un élément dans l'image ici R, il admet au moins un antécédent. Alors moi, j'ai pris l'élément moins 1, il est dans R, l'ensemble d'arrivée, mais il n'a pas d'antécédent x. Cette équation fx égale à moins 1, il n'admet pas une solution dans R. Et dans ce cas, moins 1, il n'admet pas d'antécédent, c'est-à-dire que l'application n'est pas surjective. Et donc, elle n'est pas bijective. Mais regardez maintenant, si je calcule l'image de f, c'est-à-dire c'est f de R, je trouve 0 plus l'infini. Et dans ce cas, si je considère la restriction de f sur cet intervalle 0 plus l'infini, alors il sera une bijection. Le troisième exemple, qui est très simple, l'application identity est toujours bijective de E dans E. Pourquoi elle est injective? Et il est surjectif. Et on a dit que l'identité de E, c'est tout simplement une application de E dans E qui est associée à chaque x dans E, son image c'est lui-même. Donc l'identité E de x égale à x. Finalement, le quatrième exemple, toute application f continue strictement monotone sur un intervalle i inclus dans R est bijective de E vers son image. L'image de i que je note ici, G. Alors, par exemple, ici, si je prends fx égale à ln de x, et je prends i, c'est l'intervalle 0 plus infini. Alors, la fonction ln, elle est continue sur l'intervalle 0 plus infini, et elle est strictement croissante. Si je calcule la dérivée ici, ln prime, ça donne 1 sur x, qui est strictement positif dans l'intervalle 0 plus infini. Et donc, la fonction ln, elle est continue sur 0 plus infini, et elle est strictement croissante. Alors l'image, si je calcule G ici, l'image de I par F, je trouve tout simplement c'est R. Tout simplement pourquoi? Parce que la limite, lorsque x tend vers 0 plus de ln x, c'est tout simplement moins l'infini. Et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ln x, c'est tout simplement plus l'infini. Donc je trouve l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est tout simplement R tout entier. Et dans ce cas, l'application F, c'est-à-dire ln, elle est bijective de 0 plus l'infini vers son image G qui est tout simplement R. Et dans ce cas, il admet une réciproque. Et la réciproque de LS, c'est simplement l'exponentielle qui est définie de R vers maintenant 0 plus l'infini. Alors, fin de cette partie-là, et merci.